Ça, c'est qui gère les Ah ouais. Je sais pas du tout. Nabil, ça va? Salut, bien et toi? Ouais, on a l'habitude de te retrouver régulièrement. Vous êtes dans une nouvelle salle là? Est-ce que vous nous en dire un peu plus? Salle, ouais. Bah, on est rue du Faubourg Saint-Honoré, ça se passe bien, comme tu peux le voir, c'est assez rempli, donc on a une grosse ambiance en ce moment. Donc il n'y a plus de desk libre, on a... Enfin, on va laisser passer. Plus de desk libre, là je dois essayer de gérer les traders de chez Financière, de l'école de commerce. On va essayer de faire en sorte qu'ils fassent un bon score, qu'ils fassent mieux que les journalistes. Et voilà, donc là ça marche bien, les formations comme d'habitude, le trading, c'est un peu calme parfois. Là aujourd'hui il y a une bonne session sur l'euro-dollar qui est descendu jusqu'à 0,640. Donc on continue, hein, ça marche bien. Ouais. Et donc aujourd'hui c'est l'inauguration, il y a un événement particulier aujourd'hui? Aujourd'hui c'est un concours de trading financier, l'école de commerce financière, Financial Business School qui est à la Défense. C'est une école qui est spécialisée dans les métiers de la finance. Et aujourd'hui on accueille donc les étudiants qui sont venus faire des phases préliminaires il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Et les gagnants de ces phases préliminaires sont là pour essayer de battre les autres et de gagner un PC portable, une formation. Il y a quelques lots à gagner pour les meilleurs étudiants. Donc on va voir un peu, il y a 2 étudiants qui ont fait la formation, donc c'est un peu de la triche, mais ils seront là, on va voir un peu ce que ça va donner. Et justement, c'est cool, on va essayer de trader la session américaine. Ouais, ça va être intéressant, on va regarder ça. 2 mots à propos de vos actualités à Crescendo, ce qu'il y a du nouveau. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a quoi? Il y a 3 mois? Alors depuis la dernière fois, toujours la formation donc, diplômante. Maintenant en plus on propose des échanges avec une salle de trading en Angleterre. Ouais. Les étudiants peuvent éventuellement faire une semaine dans une vraie arcade de trading et potentiellement être repérés pour travailler là-bas. Donc notre partenaire avec qui on diffuse justement ce level 5 qui voit 2 ans d'université. Donc ça c'est la grosse nouveauté. Il y a le lancement du fonds Crescendo Investment Fund pour le moment, donc un fonds RAIF, donc réglementation qui a été lancé récemment, donc il y a le numéro usine qui est disponible, le code usine qui est disponible. Donc ça c'est les vraies dernières nouveautés. Ça on peut le voir sur le site Sur le site on va mettre le site à jour parce qu'il y a beaucoup déjà rien que la salle on n'a pas vraiment communiqué parce qu'on est sur pas mal de choses. Ouais. Et nos partenariats en Allemagne qui avancent, en Italie, en Espagne, voilà. Donc là pour l'instant ça marche assez bien et des conférences à venir un peu dans toute la France dans les mois à venir. Ça marche. Bon. Je te laisse bosser. Merci. Nous sommes dans les locaux de Crescendo Trading pour un événement particulier avec le directeur de l'école Financia, qui est monsieur Lopez de Castro. Eh bien, je vais vous laisser nous présenter l'école Financia, puis la raison de votre participation à cet événement. Alors, Financia Business School est une école 100% finance, dédiée totalement au métier de la finance. C'est une école en 5 ans. Qui prône l'alternance puisqu'on veut coller aux réalités, être proche des entreprises, proche des différents métiers de la finance. Donc on a la particularité d'avoir un très haut niveau académique avec des très grands professeurs des plus grandes universités et de business school françaises et européennes. Et en même temps, la moitié du corps professoral, ce sont des professionnels à très haut niveau. Voilà. Donc nous sommes depuis déjà un certain temps très proches de Crescendo puisqu'il y a effectivement des traders professionnels et nous voulons que nos étudiants, puisque nous formons aussi au trading à travers notre programme de finance de marché et nous souhaitons que les étudiants puissent toucher la réalité du plus près possible et que ce ne soit pas seulement que théorique et sortir un petit peu des salles de simulation Bloomberg un petit peu aseptisées et d'aller réellement confronter des professionnels qui sont en activité, voilà, et on trouve que c'est très valorisant pour les étudiants, en fait, ça c'est le premier point. Et l'autre volet, c'est de pouvoir à l'étudiant pouvoir se comparer, en fait, à un moment, et de se dire quel est mon niveau en trading, quelle différence j'ai avec les professionnels. Et je pense qu'aujourd'hui on a pu le constater facilement, qu'effectivement les professionnels ont une certaine expérience, habitude, le sens de la stratégie, de l'attente, voilà, qu'on n'ont pas peut-être nos étudiants pour un petit peu d'expérience. Et je pense que c'est vraiment un cas assez unique de mixer des professionnels et des étudiants.
Ça permet aux professionnels de pouvoir se remettre en cause, voir des stratégies un peu différentes, peut-être un peu plus d'agressivité, de se remettre un petit peu en cause. Et puis pour les étudiants, c'est réellement un vrai challenge. Et nous, ce type de journée correspond totalement à la pédagogie de Financia. C'est d'envoyer les étudiants en entreprise, d'être au maximum au contact. Voilà. Et en plus de tous les cours qu'on peut imaginer, que ce soit en compte, en option, gestion obligataire, tous les titres et possibles classes qu'on peut donner dans un cours, rien ne remplacera l'expérience propre. Voilà, et nous incitons de plus en plus ces initiatives. Ok, aujourd'hui c'est un événement pédagogique à la fois ludique, vraiment centré sur la finance de marché et le trading actif. Je suppose que Financia couvre l'ensemble des métiers de la finance qui sont bien diverses. Est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce que c'est en spécifique finance de marché ou bien est-ce que cela couvre également les métiers de la finance plus large? Non, en fait on est assez spécialisé, on fait la finance, par contre on essaie d'avoir effectivement un éventail assez important en finance. Donc les matières que nous couvrons au cœur de la finance, puisque la finance, dire les métiers de la finance, c'est extrêmement large en soi-même. Donc effectivement, aujourd'hui, on est plus concentré sur la finance de marché, naturellement, mais nous faisons aussi sur la finance d'entreprise, la gestion de patrimoine, l'immobilier international et surtout une matière qui nous concerne tous de plus en plus, le compliance, compliance et risque. Donc voilà. Donc voilà l'éventail aujourd'hui que Financia opère dans les différents métiers de la finance. Très bien. Cette école est ouverte à toute personne post-bac. Est-ce qu'il y a des formations en amont à faire pour intégrer cette école? Alors, on a effectivement post-bac, mais aussi en bachelor, en M1, ou voire même en M2. On a beaucoup d'étudiants qui viennent pour avoir un double cursus. Et puis surtout, cette expérience en entreprise, puisque nous, c'est ce jumelage qui nous intéresse. Donc, pour entrer post-bac, il faut naturellement avoir le bac. Voilà. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est candidater sur Financia Business School, où il y a un dossier à remplir. Et nous, on a un petit peu la particularité, c'est que, hormis un examen effectivement un peu plus traditionnel, on passe beaucoup de temps à l'oral. Voilà, beaucoup de temps à l'oral pour comprendre le projet, l'ambition de l'étudiant, savoir où est-ce qu'il veut aller et ce qu'on peut lui donner les moyens d'atteindre son objectif. Et nous, ce qui va nous intéresser chez l'étudiant, c'est sa capacité d'évolution en fait, sa capacité à progresser. Voilà. On ne veut pas seulement des étudiants qui ont 18 de moyenne et qui sont déjà très bons. On est capable de prendre des étudiants qui, peut-être d'un point de vue académique, au moins été performants jusqu'à maintenant. Mais notre rôle à nous, c'est de pouvoir effectivement les faire progresser et atteindre leurs rêves, leurs objectifs, qui est de trouver un métier dans le domaine qu'ils souhaitent. Très bien. Si on a des étudiants qui nous regardent et qui voudraient intégrer Financia, ils peuvent trouver, je suppose, de l'information sur votre site internet. Également, vous rencontrer peut-être lors d'événements propres aux écoles. Tout à fait. Nous organisons régulièrement des journées portes ouvertes. Voilà. Et puis, nous sommes à disposition. Vous avez sur le site et sur les différents canaux de communication certains cours qui sont filmés pour vous donner une idée déjà, avant d'y aller, de voir un petit peu quel type de professeur on a sur des thématiques qui sont très très intéressantes. Donc voilà. Donc, on reste à votre disposition et allez sur le site, toutes les informations dessus. Et ce sera un grand plaisir de pouvoir rencontrer toutes les personnes qui sont motivées pour travailler dans les métiers de la finance, de pouvoir les conseiller, les guider et peut-être un jour réussir à exercer leur rêve. Merci pour vos réponses. Et l'école est située dans Paris même? Alors, juste à côté, à La Défense, le plus grand centre d'affaires d'Europe, près des salles marché entre autres. Voilà. Ça marche. Merci pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Sors 2,50 € et ils iront s'acheter un euro après. Donc là, ça va en cœur. Pardon. Et ce qui est important, c'est de regarder en fait, les corrélations entre l'Eurostoxx et le DAX. Donc, en fait, mais là, attends, parce que là tu vas acheter 3 contrats DAX. Attends. Hein, tu les vends? Attends, on va les vendre là parce que c'est qu'un cheval. T'en les 100. Donc là c'est bon. Attends, vas-y, fais gaffe. Là tu peux essayer de le tenir. Attends un peu. C'est super. Les acteurs qui arrivent. Le marché, en fait, il évolue toujours de cette manière-là. Si je vous donne un vous voyez la ligne du marché,
Merci. Pour moi, le marché, ce matin, quand il a ouvert, là, la première demi-heure, c'est ça. Après, vous avez raison quand vous dites, là, il y a un gros vendeur, ça descend. Mais peut-être que le marché va faire ça, pour après continuer sa descente. Et si vous vendez là, et que le marché remonte, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre de l'argent. Après, bien sûr, si vous gardez quand ça arrive là, vous allez gagner. Mais pendant tout ce moment ici, vous allez perdre de l'argent. Parce que vous allez vendre au plus bas et le marché va remonter. Sur le marché, le cycle, il n'est pas en ligne droite. Voilà, c'est typiquement cet exemple-là. Donc là, on est en train d'amorcer. On est en train d'amorcer. Voilà. Parce que dans n'importe quel marché, ce que je vous disais tout à l'heure, même un marché qui va baisser de 5% en fin de journée, là il est à peine à moins 0,5, et ben il ne va pas faire 0 et moins 5%. Il va toujours descendre en escalier. Et nous, c'est ces mouvements-là qu'on essaie de capter. Et là, pour le coup, là, si tout à l'heure vous aviez un billet très baissé, c'est peut-être le moment de vendre. Parce qu'on va enclencher ensuite la jambe de baisse. Et c'est toujours ça, ce cycle-là qu'il faut maîtriser. Mais vous avez tellement l'habitude que même sans les graphiques, Oui, voilà, parce qu'on regarde le carnet d'or. vous pouvez faire un... Bah, on regarde, Tandis que nous, on ne peut pas Oui, mais faire c'est sans... normal, c'est normal. Hein, chez moi, je ne peux pas. Là, Mon il y cerveau, a plein de vendeurs. Voilà. Et là, il y a plein d'acheteurs. voilà. Tout à l'heure, on a vu l'acheteur à 1000 lots. Je vous ai dit là, il y a un acheteur qui va arriver et qui va acheter énormément. Donc là, Là, il y a beaucoup de ici, vendeurs, voilà. là. Là, on commence à voir qu'à partir de là, il y a une vente à faire. Donc s'il y a une vente à faire, il faut cliquer sur cette partie-là, en rouge, et après vous allez vous retrouver short, qu'on appelle short sur le marché. Donc là, si vous shortez ici, ici vous voyez cette ligne rouge, c'est-à-dire que vous êtes short de 5 contrats. Voilà, là vous êtes short de 5, ici vous rachetez ici, et là vous allez gagner 5 x 12,50. Voilà, vous venez de gagner 62,50. C'est vous qui m'avez dit, ah il y a des vendeurs. Voilà. Ouais, c'est assez intuitif. Oui, mais moi, Le marché est monté. là où je... Vite dans l'exécution. Oui, Ah, voilà, mais là ça, où moi je ne pourrais pas, c'est Ouais, mais ça là. c'est normal, c'est comme. Je peux voir un truc, mais réagir, j'avoue que... Mais c'est normal, c'est normal. Vous n'allez pas en une demi-heure, mais déjà le principe de dire, ok là je vois que le carnet est déséquilibré, qu'il y a plus de vendeurs, ça fait à peine une demi-heure que vous venez de découvrir le carnet d'or, tout de suite vous avez compris le mécanisme, et là, voilà. Et là si tout à l'heure, On voit un la marché de vente, baisse, voilà. là on voit un marché de baisse. Voilà, et le marché est toujours cadencé de cette manière-là. Et après, il y a un money management au cas où ça se passe mal, en disant je vais faire une vingtaine, trentaine, quarantaine de trades dans la journée. Si ça se passe mal, je coupe rapidement. Parce qu'il va y avoir énormément de flux acheteurs et de flux vendeurs Mais moi, durant la ce qui journée. me fascine, c'est que je pensais que, franchement, on entend toujours parler du high frequency trading, donc je pensais qu'il n'y avait plus de place pour les traders. Non, le high frequency trading, c'est autre chose. En fait, on devrait enlever le terme trading dans high frequency trading. Parce que le high frequency trading, c'est uniquement de la passation d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces sociétés de gestion, elles ont besoin d'acheter et de vendre. Et avant, quand un intervenant avait besoin d'acheter ou de vendre, il appelait ce qu'on appelait un broker. Il y avait un temps d'exécution qui Il y avait, était non, il y avait, terrible. non, non, il y avait, oui, mais il y avait un, on appelait un broker, un courtier, à qui on disait est-ce que tu peux m'acheter 100 000 actions à tel prix? Et ce broker-là le donnait à un négociateur qui allait sur le marché, qui passait l'ordre manuellement. Mais là, maintenant, en fait, une société de gestion, quand elle veut acheter ou vendre, eh ben, elle va le mettre directement sur son système et ça va partir automatiquement. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a court-circuité la personne qui passait l'ordre. Avant, à la criée, on avait carrément ce qu'on appelait des runners, c'est-à-dire des personnes à qui on donnait le ticket et lui courait pour aller passer l'ordre. Le high frequency trading, C'est c'est de la vraiment la vitesse d'exécution. Voilà, c'est la passation d'ordre, c'est pas celui qui décide d'acheter de vendre. Donc c'est normal, on a supprimé toutes les passations d'ordre qui étaient manuelles ou au téléphone par des instruments. Mais il y a Mais des je croyais acteurs qu'il y avait qui aussi il y a des acteurs qui ont des achats-reventes modèles extrêmement mathématiques. rapides de façon à pouvoir équilibrer et avoir des millièmes de... Non.
Non, Il n'y non. a pas des gens qui ont des algorithmes En et fait, qui font de... là où vous avez raison, c'est qu'il y en a qui sont dans la course, dans la rapidité. Pourquoi? Vous travaillez dans une banque, vous travaillez dans une banque. Moi, vous êtes plutôt mes deux courtiers. Donc un courtier est là uniquement pour passer des ordres. Moi, je veux acheter, je vous demande d'acheter 100 lots, 100 contrats, et je vous demande d'acheter 100 contrats sur le marché. Du coup, vous allez me dire j'ai acheté à 0,8 et vous allez me dire j'ai acheté à 0,7. Et moi je vous avais dit d'acheter à 10. Je vous dirais c'est bien, vous m'avez amélioré mon prix. Je vous avais demandé d'acheter à 10, vous revenez, Tarek, j'ai bien travaillé l'ordre, j'ai acheté à 9. Et toi, et vous à 7. Peut-être parce que vous avez mis en place, vous, dans votre société, un algorithme plus rapide que le sien. Donc vous avez réussi à avoir des titres plus rapidement qu'elle. Mais ce n'est pas dans la prise de décision. Moi j'ai décidé d'acheter à 10. Mais après, c'est juste dans l'exécution de l'ordre que se joue la rapidité. C'est comme si demain, je demandais à 5 personnes de m'acheter du poisson. Bah, celui qui court le plus vite, eh ben, il va aller prendre le poisson au meilleur prix et il va revenir. Bah, là c'est pareil, c'est pas des algorithmes qui sont là pour prendre des décisions d'achat et de vente très rapides, c'est uniquement de l'exécution. Et si quelqu'un a une exécution très lente, eh ben, forcément il sera dernier, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc c'est dans ça que se fait le high frequency trading. Après il y a le high frequency trading, quand vous parlez des millisecondes, c'est qu'il y en a, un client dit achète-moi à 10. Et ben, il y a des sociétés qui vont acheter à 9, qui vont mettre un ordre à 10, mais si pendant un moment ils peuvent acheter 9, ils vont acheter 9 et ils vont dire au client ok, j'ai exécuté l'ordre à 10. Donc ils vont garder l'argent pour eux. Donc le high frequency trading, c'est vraiment une image qui est faite, mais c'est pas des algos qui vont tout seuls gagner de l'argent. Il y a aussi des micro-ordres. Le fait de dire la tendance est comme ça, et au lieu de se dire je sais pas moi, j'achète quand c'est là et je revends quand c'est là, j'achète quand c'est là, je revends quand c'est là, je rachète quand c'est là, je revends quand c'est là, et c'est une façon du coup de fluidifier tous les mouvements. C'est la même manière qui suivent des gros volumes. Non, ça c'est ce qu'on appelle le VWAP. Le VWAP, c'est le prix moyen de la journée. Par exemple, si c'est toujours encore la même chose, pour ça je reviens toujours sur les courtiers. Moi je suis BlackRock, je gère 5000 milliards. BlackRock c'est le plus gros société de gestion, c'est on va dire le plus gros fonds de pension dans le monde. C'est un asset manager. C'est comme AXA Investment Manager, c'est comme Groupama Asset Management, c'est comme Amundi. C'est des grosses sociétés qui gèrent beaucoup de cash. Amundi, ils appellent leurs courtiers, ils disent achète-moi 10 000 lots. Et ben cette société de high frequency trading, elle va suivre le prix moyen de la journée en répliquant le cours de la journée, parce qu'il veut acheter au prix moyen de la journée, ce qu'on appelle le VWAP. C'est le prix moyen du le VWAP, VWAP. En fait, c'est le prix moyen de cotation d'une valeur. Donc, je veux acheter toute la journée, il va acheter le prix d'un actif pour à la fin de la journée avoir le prix moyen. C'est pour éviter d'acheter, de vendre au plus bas ou d'acheter au plus haut. Si on dit, et avant, voilà, exactement, c'est pour lisser un prix. Et pour le coup, avant, c'était des humains. Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il faisait? Ça monte, il dit, bon, je vais attendre que ça baisse un peu. Et le marché monte, et lui, il n'a pas suivi le marché. Le marché a fait que monter, son client l'appelle et lui dit, alors, vous avez acheté à quel prix? À partir de 10h, j'attendais que ça baisse un peu pour acheter, mais ça fait que monter pendant la journée. Qu'est-ce qu'il se retrouve? Il n'a pas exécuté l'ordre du client. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu le film Nick Leeson, le film Traders avec McGregor sur la Barings. C'est Erwan McGregor joue donc Nick Leeson. C'était la plus grosse faillite de la Barings. Moi j'ai vu le bouquin. Voilà. Et lui typiquement, c'était un négociateur qui exécutait les ordres au téléphone. Et à un moment, il pense que le marché va s'écrouler.
et il ne veut pas acheter, et le marché commence à monter, et son client lui dit à quel prix tu as acheté? Lui il n'a pas acheté parce qu'il pensait que le marché allait descendre. Le marché continue à monter, et là le client dit bon bah comme vous avez acheté à 100, ça vaut 150, je veux vendre, et lui il n'a pas acheté parce qu'il pensait que ça allait descendre à 80. Et donc on avait beaucoup d'êtres humains, de négociateurs qui spilaient l'ordre. C'est-à-dire que le client disait je veux acheter à 100, au lieu d'acheter à 100 comme fait actuellement un algorithme, bah, il se disait bah, je vais attendre que ça arrive à 90 pour acheter à 90 et pour dire au client je vais exécuter à 100 et de garder la marge. Donc en réalité c'est que de l'exécution. Tout ce qui est high frequency trading, c'est que de l'exécution d'ordre qui a été automatisée parce qu'on disait juste à un être humain achète-moi 100 000 lots au prix moyen de la journée, achète-moi 100 000 lots entre 100 et 80. Et donc après on avait une différence entre tous les négociateurs qui achetaient entre ces deux paliers-là. Maintenant c'est un automate à qui on va, en plus qui peut faire ça sur 100 marchés, parce qu'un négociateur il fait ça sur ce marché-là, après un négociateur qui fait sur celui-là, un automate, si on lui dit d'acheter, on doit acheter 100 000 lots avant 1 heure, dans 1 heure on a acheté 100 000 lots, il va acheter à chaque fois 1000, il va acheter. Alors qu'un négociateur, bah, il va le mettre manuellement, sans compter, à un moment, il attend pour acheter, là il y a une news qui monte et il se retrouve à pas exécuter là. Donc on a supprimé tout ce qui était manuel dans l'exécution des ordres. Et l'exécution des ordres, c'est 90% du business dans la finance. C'est de passer des ordres pour des gros institutionnels. Mais après, bien sûr, il y a pour répondre à votre question, il y en a qui essaient d'automatiser des stratégies. Mais c'est vraiment infime. Quand BlackRock tourne son portefeuille régulièrement, il y a 5 000 milliards qui est acheté, puis qui est revendu, puis qui est racheté, qui est revendu. Et ça, maintenant, c'est les automates qui font ça. Et ça, avant, il y avait une myriade de négociateurs qui ont disparu. Comme ils avaient disparu à la criée, où avant, on avait besoin de gens qui crient pour acheter. Quand on est passé en électronique, ça a disparu. Mais on n'a pas la possibilité, quand vous me dites là, il y a beaucoup de vendeurs, et là, il y a beaucoup d'acheteurs. Vous n'avez pas possible d'automatiser ça. Quand on est dans cette figure, Tarek, j'ai parlé un peu tout à l'heure avec Nabil Berwag qui nous a expliqué l'événement du jour. Donc c'est notamment dans le cadre d'une formation avec une école financière, je crois. C'est une école financière qui a décidé de faire une journée de trading. Donc c'est une compétition de trading entre des journalistes, donc de France Info, le Nouvel Obs. Donc il y a deux autres journalistes. Donc c'est de leur présenter le trading en carnet d'ordre, de présenter la salle des marchés et de faire une petite compétition entre les journalistes et les étudiants de Financia coachés par des traders professionnels de Crescendo. Donc là, je pense que les journalistes sont un peu plus en avance sur les étudiants. Mais l'objectif c'était de leur expliquer pendant 1h30, 2 heures comment on intervient, c'est quoi une trading arcade, comment on trade au carnet d'ordre, et après qu'ils soient sur simulateur et qu'ils prennent des positions. Donc après il y aura une remise de prix pour les groupes de journalistes et d'étudiants. Donc là j'ai deux journalistes de Nouvel Obs et de France Info sous ma responsabilité, donc chacun son groupe, et on essaie de leur faire prendre des positions sur le marché. Ok. Donc là, ils viennent de réaliser 250 € en 5 minutes. J'aurais gagné si je l'avais fait, tu vois. Donc là, il y a des vocations dans le trading. Un mot à propos des actualités de Crescendo, Tarek, on est dans une nouvelle salle ici au Faubourg Saint-Honoré. Ouais, 128 rue du Faubourg Saint-Honoré, oui. Quelles sont les actualités de Crescendo de manière générale? Ça bouge énormément, donc là on va ouvrir un bureau prochainement à Dubaï. À Londres, on a fait le partenariat avec une trading arcade. Et la grosse actualité, c'est que Crescendo va lancer son fonds d'investissement luxembourgeois. Donc courant février, j'attends un peu pour avoir les informations. On a déjà reçu le code ISIN, on va être listé sur Bloomberg. Et dès le mois de février, on va lancer
un hedge fund au Luxembourg et qui est réservé pour l'instant pour les clients avertis. Donc pour des clients qui peuvent mettre plus de 125 000 euros. Et donc il y aura une partie de 30% qui sera réservée au trading en carnet d'ordre et 70% qui sera investi sur le marché obligataire et sur des trackers ETF, sur les indices et actions. Donc ça va être la grosse actualité de février. Et il y aura aussi un partenariat avec une société qui fait du ranking pour les traders et qui fait du backing pour les traders. Donc c'est pas encore fait, ça va se faire en février. Donc on donnera la possibilité à n'importe quel trader qui a un track record de pouvoir se plugger et d'être backé automatiquement. Donc ça c'est vraiment ce qui manquait à Crescendo, un partenariat qui permet à tous les traders, même ceux qui ont des petits comptes de trading, de pouvoir ensuite gérer pour le compte d'un tiers et qui recevra 20% des profits. Donc je ne peux pas encore donner le nom de la société, mais fin février j'ai rendez-vous à Londres et ça devrait signer ce partenariat entre Crescendo et cette fintech, une des plus grosses fintechs dans le monde, dans ce domaine du backing. Ça marche. Bon, plein de projets, on va suivre ça avec intérêt. Merci. Sur le site d'intervention, là le but c'est plus de gagner de l'argent, c'est plus de réaliser un PNL, c'est de ne pas en perdre. Voilà. Parce que là on est dans une position qui est beaucoup plus risquée. Ah oui, là ça y est, alors là ça continue. Parce que là, on est en train de faire de l'argent. Là normalement il faudrait une gestion, il faudrait couper ou avoir un dernier point bas qui serait celui-là. Donc là on tente le tout pour le tout à 65, si jamais ça casse les 65. Là, il y a peut-être un effet d'avance sur quelque chose. Là, normalement, on devrait avoir des news, des choses comme ça. La SPOC n'a rien dit, donc a priori, il n'y a rien. Mais là, on est arrivé dans un moment, moi je suis arrivé dans un moment où je sens qu'ici, il y a quelqu'un qui résiste. Pour moi, il y a quelqu'un qui est placé ici et qui souhaite acheter. Et malheureusement, je pique au mauvais moment. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui a dit, bah non, moi je ne veux plus acheter, je veux peut-être acheter maintenant ici. Ça, c'est plutôt beau. Et en rajoutant des lots, on est placé de mieux en mieux. C'est-à-dire que maintenant, notre prix moyen va être par ici. Et là, directement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de sortir. Dès qu'on peut, il faut essayer de sortir. Voilà, c'est ça. Bah après on sent que là, il y a des acheteurs qui sont revenus parce que le prix est monté jusqu'à 70. Sauf que directement les vendeurs sont toujours là. Donc maintenant il faut attendre de voir qu'est-ce que va faire le prix. Ce qui est sûr c'est que si jamais ça casse le point bas qu'on a fait ici, là on devra sortir. Parce que là on est déjà vraiment chargé sur le marché. On a fait nos 3 entrées et après c'est de la gestion. C'est-à-dire que là on n'est pas là entre guillemets pour s'amuser, essayer de trouver les points bas, les choses comme ça. Il faut essayer de perdre le moins. Voilà. Et là, je pense qu'on a atteint un petit point bas qui était beaucoup plus bas que le précédent, que les 2 précédents. Donc maintenant, voilà. Et voilà. Donc là, notre stratégie, elle a été gagnante. Là, on va essayer de sortir une pause à 72. J'espère ne pas avoir été trop gourmand. Voilà, il nous a sorti une pause 72. Maintenant, on va essayer d'en sortir une autre à 74. J'espère pour moi que ce ne sera pas 72 le plus haut. Là, on est en gain. Notre paire de tout à l'heure, c'est du gain. Voilà. C'est très volatile. Là, c'est un marché qui est très volatile. C'est pour ça. Et là, surtout, ce qu'on veut maintenant, c'est de finir en gain. Donc maintenant, on peut laisser la pause. Tout à l'heure, on était mal. Et maintenant, d'un seul coup, on est devenu très bien. On a tout sorti en positif. Alors peut-être qu'il va monter plus après, je vous montrerai mon stuff. On accueille des étudiants en finance, on accueille aussi des traders indépendants, on accueille aussi incubateurs de fonds ou de petites structures de gestion. D'accord. Et donc là, vous êtes en pleine simulation. Exactement. Donc Financia nous a demandé de faire un concours entre des étudiants de Financia coachés par des traders de Crescendo Trading Paris et des journalistes aussi. Donc on a une compétition qui va durer 2 heures. Ils sont sur simulateur et ils prennent des positions et à 17h30 on va départager, essayer de rendre l'utile à l'agréable en essayant d'intéresser les journalistes
par le côté jeu et aussi de faire découvrir aux étudiants ce que c'est que le job d'un trader et leur permettre de prendre des positions sur le marché en simulateur. Est-ce que ce sont des étudiants donc, de l'école financière? Oui, exactement. Des étudiants, je crois, de deuxième, troisième et dernière année en finance. Donc la plupart se prédestinent à des postes en salle de marché. Donc ils ont une grosse part théorique enseignée dans le cadre de leurs études. Après, ce que je disais, c'est que le côté pratique, c'est-à-dire intervention sur les marchés, la plupart n'ont jamais passé un ordre de bourse alors qu'ils veulent être traders dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, faire cet exercice pendant une après-midi, c'est pas suffisant. Certains d'entre eux font la formation pendant 2 mois, 4 mois. Et c'est vrai que pour une personne qui souhaite être trader dans les prochaines années, c'est bien de voir un peu l'environnement qu'il y a dans une salle de marché, les qualités qui sont nécessaires pour un bon trader. Et donc cette journée-là est faite pour ça. Et quelles sont les qualités qu'il faut un bon trader? Donc il faut des connaissances, on va dire, des marchés, mais au-delà de ça, c'est la patience, capacité de travail, gestion du risque. Il faut avoir une capacité à prendre des décisions et surtout à gérer le stress. C'est vraiment ces qualités-là qui font qu'un trader va réussir sur la durée. Les données théoriques, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a, parce que c'est juste une question de temps d'apprendre les fondamentaux. Après, la différence va se faire sur sa capacité à rester concentré, à gérer son ego, à gérer le stress et puis à accumuler les heures et les heures devant les écrans. Donc c'est tout un cocktail qui fait qu'après un trader va être profitable et sur la durée. Et vous disiez tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être trader. Ouais. Oui, mais c'est comme un sport de C'est un balance. Tu veux continuer moi là on a le gap qu'on a perdu. On est reparti sur un support. Moi je pense qu'on va baisser. On a tout sorti, mais on a resté qui est tout tendu. Je pense qu'on va baisser. Tu veux faire quoi là dans un truc comme ça? Mais là maintenant c'est. Là c'est mort là. Là c'est mort. Mais il n'y a jamais c'est mort. Tu peux sortir, tu peux rentrer. Bon, si tu dis c'est mort, c'est cuit. Déjà celui-là, moi je vous ai dit, vous rentrez à. Mais il a bugué le CMI. Le CMI, vous pouvez pas rentrer dessus, il a bugué. C'est pour ça aussi, c'est compliqué. J'ai acheté du Dornay. Pas de rose. Nicolas, un mot à propos des développements justement chez Crescendo. Toi Nicolas, tu travailles depuis un moment sur le projet maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les avancées des derniers mois? On a eu un diplôme européen avec l'Angleterre qu'on a importé depuis le mois de septembre. On a l'exclusivité. C'est un diplôme qui marche très bien dans les trading arcades et dans les banques, surtout à Londres, mais c'est un diplôme qu'on peut passer en France, qui est Europass, donc ça nous a permis d'avoir une belle avancée. Et puis on a de nouvelles formations qui arrivent et Crescendo lance un fonds d'investissement. Donc avec ce fonds-là, en fait, les gens vont pouvoir être encore plus baignés dans un univers professionnel. C'est vraiment l'esprit même de Crescendo, c'est de se dire que quand on va chez Crescendo, on est entouré de traders professionnels pour compte propre. On a des vrais traders qui sont devant nous, qui nous donnent des cours. Donc c'est ça l'avantage. Et puis la dernière nouveauté qui va bientôt arriver, c'est qu'on va pouvoir backer les gens. Ça veut dire que s'il y a des gens qui savent trader de façon bien rigoureuse, bien sérieuse, et qui nous prouvent qu'en fonction de leurs évolutions, ils pourraient être une pépite qu'on recherche, à ce moment-là, nous, on pourra parier sur eux, on pourra les backer, leur apporter des fonds à gérer en fonction de leurs avancées. Okay, aujourd'hui, c'est un événement particulier avec notamment une école financière et des journalistes. C'est quoi exactement l'idée? Est-ce que ça va se développer justement les partenariats avec les écoles? Alors on a un partenariat assez fort avec l'école financière parce qu'elle est spécifiquement sur la finance, elle propose tous les métiers de la finance. Elle souhaitait montrer à tous ses élèves quels étaient les différents métiers. Donc un des métiers forcément c'est le trading, mais il y a un petit peu toutes les autres données. Et on va développer ces partenariats avec d'autres écoles. On est challengé par d'autres écoles. Ce concours entre Crescendo et Financia, c'était surtout pour montrer que les élèves de Financia qui ont participé à des cours peuvent très bien s'en sortir, que c'est pas si difficile que ça. Il faut surtout travailler, être rigoureux et être curieux. Et puis l'idée c'est de développer un challenge inter-école
organisé par Crescendo où on pourra proposer des plateformes professionnelles, des plateformes de simulation qui sont utilisées par les salles de marché pour justement aider ces élèves à mieux s'en sortir et à avoir un vrai challenge entre eux. Ça marche. Merci Nicolas. Merci à toi. La radio, Oui, ça dépend du capital qu'on a amené par rapport à exactement. C'est des fois que si vous avez 50 000 euros, vous faites 100%, c'est des Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Parce que moi, j'ai connu ont tout le temps sont attachés de cette image. C'est les traders qui entraînent des pays dans la faillite. Alors là, je suis sûr de moi, je peux prendre n'importe quelle discussion, il n'y a aucun problème. Après, si vous reprenez l'exemple de la Grèce où Goldman Sachs avait fait un prêt et donc a surendetter la Grèce, ça c'est autre chose. D'accord, on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, on n'a pas des tailles assez importantes pour pouvoir peser sur le marché. Et donc, voilà, c'est les deux types d'opérations que l'on fait. Autre chose, on intervient avec des stratégies de court terme qui s'appellent le trading en carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'on va identifier où sont les acheteurs et les vendeurs sur le marché. C'est ce qu'on appelle aussi le trading, le order book. Donc le trading en carnet d'ordre, c'est uniquement de l'analyse de flux. On va regarder qui achète et qui vend à quel prix et on va intervenir. De la même manière que le faisaient les traders qui étaient à la CRIG. Donc à la CRIG, c'est la bourse, comme vous le connaissez tous, où les traders achetaient et vendaient en faisant des signes d'achat et de vente. Donc nous, on ne va pas se concentrer sur le côté fondamentaux, on va uniquement regarder où sont distribués les flux d'achat et de vente dans le marché. Donc là, par exemple, vous avez un exemple de cotation. Ça, c'est l'indice Eurostoxx 50. C'est le prix. Dites-vous que c'est un prix d'un actif. Donc 3264, 3270. Et en bleu, donc sur les plateformes que vous avez, c'est les ordres d'achat par prix. Donc c'est les ordres d'achat placés par prix. Et en rouge, c'est les ordres de vente placés pour vendre. Pardon, c'est le nombre d'achats? Le nombre pas d'acheteurs, le nombre de quantités que les acheteurs veulent acheter. Donc là, ça peut être très bien un acheteur qui a placé 700 contrats à l'achat à 3267. D'accord. Là, il y a un autre acheteur qui a placé 800 contrats. Un contrat futur ou un lot, c'est comme une action. C'est comme si, dans l'exemple, je vous dis, un acheteur veut acheter 700 actions à 3267. C'est comme ça qu'il faut le lire. Là, il y a un acheteur qui veut acheter 800 actions à 3266. Et ainsi de suite. Là, 1600 actions à 3265. Évidemment, si cet acheteur-là veut acheter à 3265, le problème qui va se poser, c'est qu'il faut qu'il trouve un vendeur. Donc là, il y a la partie acheteur, et là, il y a la partie vendeur. Et c'est une confrontation. Le trading, en fait, c'est une confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Donc le prix d'équilibre va se trouver entre 3267 et 3268. Là, il y a 700 acheteurs qui veulent acheter à 3267, et là, il y a 800 vendeurs qui veulent vendre à 3268. Et donc, en fait, pendant la séance de trading, il y a pas mal d'informations, de statistiques, de commentaires des banques centrales européennes, de news qui font que les acheteurs rehaussent leur prix pour pouvoir exécuter. Autrement dit, cet acheteur-là, qui a placé à 1600 lots à 3265, si le marché ne descend pas à 3265, il ne pourra jamais les acheter ces quantités. Donc pendant la journée, il y en a qui placent leurs ordres, c'est ce qu'on appelle les ordres limites, et après il y a des acheteurs qui achètent market, et c'est eux qui rééquilibrent le prix, soit la hausse ou soit la baisse. Donc par exemple, s'il y a une super news sur le marché qui va alimenter des acheteurs, à savoir une banque centrale qui dit je vais baisser les taux ou je vais injecter de l'argent sur le marché, c'est une nouvelle qui va être interprétée positivement sur les marchés. Et donc cet acheteur qui est ici, à 3264, il va se dire bah, je vais retirer mon ordre et je vais acheter à 3268. Donc il va retirer son ordre ici
puis il va acheter les 800 qui sont ici, et puis il va se positionner ici. Autrement dit, les 800 qui étaient à la vente à 3268, il va les acheter, et après il va être comme ça. Donc il a acheté les 800 et il a laissé le reste, parce qu'il en avait 1400, il a acheté les 800, il lui en reste 600 en attente d'exécution. Donc en fait, toute la journée, il y a des flux d'achat et de vente qui rentrent dans le marché, qu'on voit sur le time and sell. Ça, je vous le montrerai par la suite. Ici, on a toutes les transactions qui passent pendant la journée. Et donc nous, c'est de voir, il y a un bloc d'acheteurs, comment on va se positionner, il y a un bloc de vendeurs, et par rapport aussi au volume qui sont exécutés. Donc pour chaque prix, on sait exactement où est-ce qu'il y a eu des acheteurs, où est-ce qu'il y a eu des vendeurs. Ça, je vous le montrerai ensuite. Par exemple, c'est ici. Hop là, on va prendre cet exemple-là. Donc ces barres bleues, c'est les quantités qui ont été exécutées par prix. Donc là, 24 020, ça veut dire qu'à 3271, il y a eu 24 020 lots qui ont été exécutés à ce prix-là. Donc ça veut dire que pendant la séance, le gros des investisseurs sont intervenus sur ce prix-là. C'est ici qu'on va intervenir. Là, par exemple, il y a eu 5 000 lots qui ont été échangés à 75, 6 000 lots. C'est-à-dire que sur ces zones de prix, il n'y a pas d'intérêt. Et nous, on va se focaliser sur les zones où il y a énormément d'ordres, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Et nous, on va se mettre entre ces acheteurs et ces vendeurs-là. Donc c'est pour ça que je vous disais que nous, on n'intervient pas pour faire monter un marché ou pour faire baisser un marché. Nous, à partir du moment où il y a des acheteurs et des vendeurs qui sont sur une zone de prix, on va intervenir sur cette zone-là parce qu'il y aura beaucoup d'acheteurs et de vendeurs et on va essayer de prendre un point, deux points, un point, deux points sur ce contrat. Sur ce contrat qui est l'Eurostoxx 50. Donc, le trading qu'on fait, c'est pas un trading où on essaie d'anticiper où va le marché, à la hausse ou à la baisse. Nous, c'est sur une zone de prix, on va ce qu'on appelle en anglais faire du scalping. On va prendre 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de marché. Donc on va acheter par exemple 66 pour revendre 70. On va acheter 67 pour revendre 68. Et c'est uniquement la taille qu'on va mettre dans le marché. Le minimum d'investissement, c'est un contrat. Si vous achetez à 60, un contrat à 66 que vous revendez à 67, vous gagnez 10 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, Jérôme Kerviel, sur ce contrat futur, parce que c'est ce contrat futur qu'il traitait, il avait 1 million de contrats. Donc pour une variation, en achetant 66 et en revendant 67, il gagnait combien? 10 millions. Voilà. Donc la variation, si on achète à ce prix-là, et qu'on revend à ce prix-là, avec une unité, qui est le minimum pour traiter, c'est 10 euros. Et après, c'est un produit en croix. Donc si vous avez 10 lots, vous achetez à 66, que vous vendez à 67, vous gagnez 100 euros. Donc le trading, après, l'objectif, c'est de passer de 1 lot à 10 lots, 100 lots, 5 lots, et de monter graduellement. Si vous avez suivi, moi je pense pas que vous avez suivi la presse financière avec le cas de Navinder, un trader anglais qui a été inculpé par les États-Unis pour avoir entraîné le flash crash en 2010. Vous avez suivi cette idée? C'est un trader anglais qui était dans une trading arcade. Et après, en 2010, il y a eu un flash crash. Donc le marché américain s'est effondré de 10%. Et Obama, avant de partir, avant de quitter son mandat, il a demandé à ce qu'il y ait un coupable. Et on a regardé qui intervenait le plus sur la bourse américaine. Il se trouvait que c'était un trader anglais. Et lui, il traitait avec 10 000 lots. Donc chaque variation, c'était 100 000 euros. Il s'appelait Navinder. N-A-V. 10 millions. Lui, il traitait avec 10 000 lots. Donc 10 000 contrats. Donc s'il achetait à 67 qui est vendu à 68, il gagnait 100 000 euros par prix qui bougeait. Tout à l'heure, vous allez voir que ça va très très vite. Une variation de 66-67, ça se fait en une seconde. Donc lui, c'était un des plus gros à Londres. En l'espace de 5 ans, il a fait 42 millions de pounds. Donc lui, c'était un des plus gros traders au carnet d'ordre.
Mais généralement, avec des tailles aussi importantes, ils ne se contentent pas de faire un point. Ils essaient de faire 5 points, 6 points, 10 points. Donc avec 10 000 lots, ça va très vite. C'est pas la baleine. Non, ça c'était JP Morgan. Lui, c'était autre chose. Lui, c'était sur de la dette. Non, c'est quand je disais que c'était un des plus gros traders, c'est un des plus gros traders indépendants. La baleine, il traitait pour le compte de JP Morgan. Et donc, lui, il avait des positions énormes. Là, c'est différent. Pour un trader indépendant, avoir 10 000 contrats, c'est beaucoup. Et 42 millions de pounds dans 5 ans, c'est énorme. Donc, tout à l'heure, vous verrez sur l'Eurostoxx parce que si je vous dis un point, vous avez peut-être l'impression qu'un point, ça met une semaine pour faire un point. Non, un point, c'est... tout à l'heure, on parlait, ça valait 66, maintenant ça vaut 68. Les variations, c'est un marché qui bouge de 40 points par jour. Donc, sur toute cette zone de prix-là, jusqu'à l'ouverture américaine à 15h30, on va rester sur cette zone de prix. Et après, à 15h30, avec l'ouverture américaine, ça va bouger dans tous les sens. Donc, tout à l'heure, quand vous passerez des ordres, pour acheter, il faudra que vous vous mettiez dans la file d'attente d'un prix que vous aurez sélectionné. Si vous anticipez que le marché va monter, vous allez vous placer à l'achat, à un des prix que vous aurez sélectionné en cliquant ici. Donc, quand vous voudrez acheter, par exemple, si vous voulez acheter à 67, là c'est le prix du sous-jacent, donc pour l'Eurostoxx 50. Quand vous voulez acheter, vous placez votre ordre. Donc là, il y a un ordre placé, et 0, ça veut dire qu'il n'a pas été exécuté. Si le marché exécute les 1328 lots et qu'il traite ensuite 1800 lots, vous allez être exécuté, vous allez vous retrouver acheteur à 3266. Ensuite, il faudra que ça remonte à 3267 pour gagner de l'argent. Donc là, ça ne bouge pas trop, parce qu'il y a l'ouverture américaine qui va démarrer dans 10 minutes. Et vous verrez que dans 10 minutes, les cours de cet actif financier, qui est un indice qui reprend les 50 plus grosses capitalisations européennes, va énormément bouger. Donc souvent dans le trading, on a l'image d'une personne qui va essayer de prédire le sens du marché. Là, ce que nous, on essaye de faire, c'est uniquement de déterminer où se trouve un gros acheteur. Sur un graphique, c'est plus facile pour vous de le voir comme vous êtes débutant. Ce qu'on voit, ce gros paquet de volume, là, ce que vous avez ici, là, c'est les volumes cumulés de la journée. Donc le marché est fortement descendu. Et ensuite, il s'est stabilisé là, parce qu'ici, il y a eu un gros volume d'acheteurs qui ont stoppé la baisse. Donc chaque fois que le marché descend, il y a un acheteur qui achète. Chaque fois que le marché descend, il y a un acheteur. Il y a un acheteur, il y a un acheteur. Ici, il y a un gros acheteur qui stoppe à chaque fois le mouvement baissier. Donc ça, c'est ce que nous, on va trader. Donc à chaque fois, on va acheter, on va revendre. On va acheter, on va revendre. Et donc après, on va essayer de prendre 3-4 points là, 3-4 points là, 2 points là, 2 points là. Et on va faire ça ainsi de suite. Donc, ouais. Vous dites quand même au début, si vous vous placez en tant qu'acheteur, ça veut dire si vous anticipez que le marché va monter. Sur quoi ça repose cette appréciation? Je donnais cet exemple-là. Si par exemple il y a une news qui tombe et que là vous avez un sentiment sur le marché, je ne vais pas en 5 minutes vous donner toutes les raisons pour lesquelles le marché peut monter, mais typiquement, si on a une news positive qui vient d'une banque centrale, par exemple de la Fed, où tout le monde anticipe une hausse de taux prochainement, et elle reporte cette hausse de taux en disant l'économie américaine n'est pas encore assez solide pour anticiper, pour encaisser une hausse de taux, on va reporter ça dans 6 mois, les marchés vont monter. Theresa May qui dit bon, finalement, en fait, après avoir réfléchi, il n'y aura pas de sortie de la zone euro. Donc ça, c'est des news où on est sûr à 100%, ça va être perçu positivement par le marché, et donc ça va entraîner une hausse des marchés. Donc il peut y avoir aussi des statistiques économiques. Tout à l'heure, il y a des statistiques économiques qui sont tombées, qui peuvent être très favorables pour l'économie. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, de la macro et de la géopolitique. C'est des événements qui tombent durant toute la journée et qui vont donner un biais positif. Mais dans un biais négatif, ça peut très bien
un attentat, ça peut très bien être une hausse de taux surprise, ça peut être une banque grecque qui fait faillite. Et donc là, pour le coup, ça va être une anticipation de baisse du marché. Donc ça, c'est des informations qui tombent dans la journée et qui vont donner un sens au marché. Après, pour tout le reste de la journée, il y a des acheteurs et des vendeurs pendant toute la journée qui interviennent, des fonds comme BlackRock qui gèrent 5 000 milliards et qui ont des sorties et des souscriptions, des redemptions. Donc ils ont des sorties de cash et ils ont des rentrées de cash. Et ben, ces entrées, ces sorties font bouger le marché à chaque fois qu'un intervenant de ce type-là rentre et sort du marché. Et donc ça donne des variations au marché, des mouvements au marché, et c'est ces mouvements-là qu'on essaie de capter. Donc, durant toute la journée, on essaie de capter ces mouvements de hausse ou de baisse qui sont dus au flux de gros investisseurs. Ce qu'il faut voir, c'est que la bourse française, c'est les 5 milliards, la bourse de Paris. BlackRock, il gère 5 000 milliards. Donc, quand ils veulent rentrer, quand ils veulent sortir du marché, ça fait bouger le marché. Donc, tous ces mouvements de hausse et de baisse dus aux entrées et aux sorties de flux de la part de gros asset managers là, ça c'est ce que nous on traite pendant la journée. Donc c'est ce qu'on appelle du scalping, c'est on va prendre 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et après, il y a des moments où il y a des news qui tombent, et là on peut avoir un sens sur le marché. Et comment vous savez justement quelles sont ces entrées et sorties de gros investisseurs? Bah, ça c'est en le voyant par exemple sur le S&P qui va ouvrir bientôt, on le voit ici. On voit les quantités en rouge, c'est les ventes, en bleu, c'est les gros achats. Donc là, on peut le voir, et encore là, c'est des petites quantités, mais là, on voit un contrat, 2 contrats, 20 contrats, là, on commence à voir des 250. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le time and sales. On voit toutes les transactions qui passent, on va dire, toutes les transactions qui sont passées sur le marché. Et à partir de là, et des volumes, on sait qui fait quoi dans le marché. Donc quand on a des grosses quantités, après, comme dans toute stratégie de trading, si par exemple il y a un gros acheteur, on voit des grosses quantités qui passent à l'achat, et donc on va se porter plutôt à l'achat, et que subitement il y a un gros vendeur qui apparaît, et donc qui rentrait le marché à la baisse, bah là on prendra notre perte. Donc après il y a une mise en place d'un money management qui fixera notre limite de perte quand un trade n'est pas bien engagé. Donc il y a toute une partie analyse, mais comme dans le trading, la base c'est on a un trading plan. Je pense que c'est le site de la solution. Vous êtes expert ? Ceux qui sont juste à l'étage en dessous. Comment ça s'en sortir? Et là, depuis une heure, j'ai dit maintenant, on va être sérieux. Et depuis, c'est un peu dommage, c'est que ils sont réveillés trop tard. Ah, ils étaient à plus de temps. On a tout vécu parce qu'on est aussi arrivé à un moment à zéro. Hein. Ah d'accord. Oui, on a tout vécu. Oh, c'est 3,65 on est. On monte 3,65. S'il relève à 705. Money management, une gestion du risque qui fait qu'on ne va pas engager une perte qui va correspondre à un mois de travail. Donc tout doit être proportionnel à combien on est capable de générer. Donc il y a des traders qui ne vont pas engager une perte plus importante que 2 jours de travail ou 3 jours de travail. Il y en a, ça va être 1 jour de travail. Il y en a, ça va être 1 semaine. Donc ça va être calibré par rapport à chaque trader. Donc après, au niveau de la technique, vous n'arriverez pas en 5 minutes ou en 10 minutes à comprendre exactement et savoir où est-ce qu'il faut acheter, où est-ce qu'il faut vendre. Vous, en regardant uniquement un graphique,
Par exemple, si vous regardez, ça c'était le marché vendredi, ça c'est l'ouverture du marché qui a ouvert en forte baisse, qui a ouvert en baisse, et après on a rangé. Si vous regardez ce type de graphique, pour vous qui connaissez rien, ça vous dit quoi? Si je vous dis, pour vous, qu'est-ce que le marché fait? Il a terminé à la baisse. Mais là, là c'était vendredi, là c'est la dernière cotation. Pour vous, qu'est-ce que le marché est en train de faire? Il est en train de monter, consolider, descendre. Ça c'est la dernière. À quel endroit? Là c'est 10 heures, donc ça c'est l'ouverture à 8 heures. Et là c'est chaque cotation c'est 5 minutes, chaque bougie. Donc Il attend. voilà, on a à la baisse et là on a c'est ce qu'on appelle la consolidation. Donc là, les acheteurs et les vendeurs sont équilibrés. Donc on est dans une zone de consolidation. Donc il y a les acheteurs et les vendeurs, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. C'est ça en fait. Donc le marché, il y a un acheteur qui achète, un vendeur qui vend, un acheteur qui achète, un vendeur qui vend. Donc là, sur ce type de marché-là, on a une stratégie de trading. Comme les acheteurs et les vendeurs sont équilibrés, on va acheter ici, puis on va vendre sur cette zone-là. Parce que le marché est équilibré, et donc il n'y a aucune raison que le marché monte ou que le marché descende. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est à 15h30, il y a l'ouverture américaine, et après il y a des chiffres économiques. Donc il y a pas mal de choses techniques et d'outils qui font qu'on arrive à voir comment, tous les jours, il y a des événements qui se répètent, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui interviennent. Donc après, il y a des événements, ce qu'on disait tout à l'heure avec la modélisation et les robots advisors. Les robots advisors, ils essayent de regarder qu'est-ce qui se répète le plus souvent, et puis ils vont continuer ces mouvements-là en partant du principe que si ça s'est passé comme ceci pendant une semaine, un mois, des années, ça se passera toujours par la suite. Mais par contre, ça a un problème, c'est que les marchés changent tout le temps. Et donc il faut toujours qu'il y ait un être humain qui soit là pour reparamétrer le robot. Donc à la question, est-ce que les robots vont remplacer l'être humain? C'est pas possible. À moins qu'on ait maintenant l'intelligence artificielle qui fasse qu'il y a un algo qui réfléchisse pour l'être humain. Mais c'est pas encore pour demain. Donc si je vous donne... Est-ce que au niveau de la visualisation du marché, vous arrivez à comprendre, par exemple quand vous voyez ce carnet, voilà, donc là il y a l'ouverture américaine qui vient de démarrer. Donc là vous allez voir, ça va s'exciter et on va regarder les quantités qui passent, 500, 200. Là il faut acheter à 22,50, c'est ça? Ouais. Donc là on a vu qu'ici c'est... on va prendre le graphique de ce marché. Ça c'est le marché américain, c'est le S&P 500. Alors on va mettre le graphique ici. Là. Donc ça c'est le marché américain. Donc c'est les plus grosses capitalisations, c'est les plus grosses américaines. Donc là si vous rentrez là, que vous sortez là, donc vous avez acheté ici, là il reste 210 lots pour que vous soyez exécuté. Là vous êtes exécuté, donc là vous avez gagné 1 point. Donc vous êtes rentré, alors regardez le profit généré. Alors, où est-ce qu'il est? Tac. Donc là, vous êtes rentré à 10h, à 15h30 et 7 secondes, et vous êtes sorti à 15h30 et 53 secondes. Vous avez fait 11 € avec un lot. Donc après, l'objectif c'est de mettre 10 lots, 100 lots, 500 lots. Donc voilà, quand on dit que c'est on rentre et on sort très rapidement, là c'est un exemple, vous avez dit il faut rentrer à 50, bah, j'ai fait ce que vous m'avez dit.
et vous êtes ressorti à 75. Donc après là, c'est chaque variation de 1 point, c'est 12,50 $. Et c'est sur ce marché-là que le fameux Navinder avait 10 000 lots. Donc lui, la transaction que vous avez fait avec un lot, avec 10 000 lots, ça fait 100 000. Enfin, ça fait 125 000. Et dans cette salle cumulée, il peut y avoir combien de lots sur ce genre de position? Ça peut aller, en fait c'est assez aléatoire. Par exemple, quand je travaillais par exemple, sur un Millennium ou autre, nous on traitait avec des tailles qui allaient entre 100 et 500 lots. Donc pour un trader en banque ou dans une trading arcade, généralement c'est entre on va dire 50 lots et 500 lots. Les quantités qui sont traitées. Après ici, ça va plutôt être 10 lots, 20 lots, parce que c'est des personnes qui démarrent. Donc la variation de 1 point, ici c'est 12,50 $. Donc là par exemple, ici, si on rentre ici, c'est de la même manière. Hop. Donc si... Donc là on est rentré sur... Donc là ici on est long à 22,78. Donc là il faut 200 lots. Donc là on est exécuté. Et si il traite ici et là, il traite 180 lots. Là il n'a plus qu'à traiter 180 lots. Voilà. Et là on a fait encore 2 points. Donc là on a fait 32 €. Donc avec un lot. En fait là je vous donne l'exemple avec un lot. L'objectif après c'est de faire avec 10 lots, 50 lots et 100 lots. Donc gagner 32 € en 1 minute. Ouais voilà, avec un lot. Mais un lot c'est le minimum de transactions. Et l'objectif après c'est de très rapidement avoir 5 lots, 10 lots et après monter graduellement. Dans les salles de marché généralement, quand on monte, ce qu'on appelle monter la taille, c'est de commencer avec 5-10 lots. En salle de marché on ne commence pas avec un lot, mais c'est d'avoir 5, 10 lots, 20 lots, puis après de doubler la taille, 40, 50, 100, et de répéter ce type de transaction. Donc quand je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est pas de savoir où va le marché. Par exemple, là le marché n'a fait que baisser. On a fait 3 opérations qui étaient dans quel sens? Les 3 opérations, on les a fait dans quel sens? Non, on a acheté. On a acheté, et après on a vendu tout à l'heure quand vous avez l'opération. On a acheté 2280,50 qu'on a revendu à 2280,75. On a acheté 2277 qu'on a revendu à 2278. À chaque fois, dans un marché qui descendait en ligne droite, on achetait, le marché remontait un tout petit peu, on vendait, ça redescendait, on achetait, ça remontait un peu, on vendait, ça redescendait, on achetait. Donc, en réalité, même dans un marché baissier, on a fait 3 trades en 1 minute uniquement à l'achat. Donc il y en a qui ont gagné de l'argent en vendant et en rachetant, en vendant et en rachetant. Et donc on peut avoir deux traders l'un à côté de l'autre pendant la même minute. Moi je vais acheter, je vais revendre, lui va vendre, il va racheter. Le marché redescend, j'achète, le marché remonte, je vends. Lui il vend, le marché redescend, il achète. Donc on apporte de la liquidité en fait au marché. Et donc sur toute cette baisse là, nous on a intervenu uniquement en achetant et en revendant parce que le marché aussi n'est pas en ligne droite. Même dans un marché baissier, même dans un crack boursier, c'est pas une descente, c'est pas une chute libre. Le marché descend à moins 2%, il remonte à moins 1 et ensuite il redescend à moins 3. Il était à moins 3, il redescend à moins 2, après il redescend à moins 4. Puis à la fin de la journée on est à moins 10%, mais dans la descente, ça ne s'est pas fait en ligne droite. Et donc ça donne plein d'opportunités pour faire des opérations. Et donc ça c'est ce qu'on fait durant toute la journée, d'identifier, là il y a un acheteur, il y a un vendeur, il y a un acheteur, et rentrer et sortir très, très rapidement. Donc c'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle du trading. Après l'investissement c'est autre chose. On rentre, on analyse des fondamentaux d'une entreprise ou d'un État, d'une politique économique, et puis après d'une politique monétaire, et après on laisse courir la position pendant plusieurs mois.
Là, vous avez vu, ça se joue en secondes, en minutes. Généralement, ça dure jamais plus de 5 minutes ou 10 minutes. Ça, et 10 minutes, c'est des opérations qui ont duré quand même pas mal de temps. Après, je vois tout de suite les questions. C'est quoi la valeur ajoutée que vous apportez en faisant ça? En réalité, on va dire une valeur, on apporte un plus au marché financier, c'est qu'on apporte de la liquidité. C'est-à-dire que le fait qu'on rentre et qu'on sort du marché, on est contrepartie des investisseurs finaux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de trading, les personnes qui investissent, même sur du long terme, elles n'auraient pas de contrepartie à qui vendre. C'est-à-dire que pendant que moi je veux acheter, il y a peut-être un institutionnel qui veut vendre et moi je suis sa contrepartie. Donc hormis ça, c'est vrai que dans le trading, ça n'a pas pour but de financer l'économie ou d'apporter d'innovation ou autre. Mais ça fait partie, les marchés financiers ne pourraient pas tenir s'il n'y a pas de trading. Donc je sais que c'est souvent la reproche qui est faite au trading. Parce que quand vous voyez ça, vous dites mais ça rime à quoi de faire une opération, de la clôturer 10 secondes plus tard? L'objectif d'un trader, c'est de générer de la rentabilité et de l'argent en profitant des mouvements du marché. Et quand on le fait mal, on perd de l'argent. Donc c'est pas quelque chose qui est garanti à 100%. Si on le fait mal, si on ne prépare pas sa journée, qu'on n'a pas les bons outils, on ne pourra pas gagner de l'argent en bourse. C'est pas un casino où n'importe qui arrive sans rien connaître et arrive à gagner de l'argent. Il y a des règles à respecter, il y a pas mal de choses à identifier. Et si on le fait bien sûr, après on ne va pas dire que c'est un jeu d'enfant, mais ça a l'air d'être beaucoup plus simple. Est-ce que un d'entre vous veut s'essayer à prendre un trade? Bon, là, il y a déjà 3 points d'avance. Alors, vous avez eu un bon feeling en me disant qu'il faut acheter. De toute façon, vous allez tous passer sur les simulateurs. À la rigueur, je vais vous mettre 2 par 2, ce sera plus simple. Comme ça, en fait, ce qui est dur dans le trading, c'est quand on perd, on est renvoyé un peu à son échec. Si je vous mets 2 par 2, on pourrait toujours dire que c'est la faute de l'autre. Donc en plus je vais vous mettre sur le S&P parce que c'est vrai que c'est un marché qui bouge beaucoup. Et comme ça vous allez aussi être en compétition avec les étudiants de Financia qui sont déjà bien aguerris. Et je vais rester avec vous moi. Comme ça je vais m'occuper de vous. Et les étudiants eux vont aussi prendre des positions. Et vous inquiétez pas, je resterai avec vous pour vous dire, pour vous expliquer si vous voulez acheter ou vendre sur le marché. Donc là on va passer sur les simulateurs et vous allez prendre des positions sur le marché. C'est comme le marché a donc ses variations. A priori, je pourrais changer de stratégie en cours de route. C'est-à-dire que je me dis, bon, là, je suis à l'achat et là, je suis à la vente. Ou alors que c'est mieux dans un plan de trading de garder une ligne. Non, la ligne, c'est souvent à quel moment on va trader. Le plan de trading, ça ne veut pas dire quels sont les trades que je vais faire. Le plan de trading, c'est à quelle heure je vais intervenir, quel est mon money management, sur quel marché. Ça, c'est le plan de trading. Et ça reste, ça ne change pas. Après, ce qui change, c'est les informations qui vont faire bouger les marchés. Et ça, pour le coup, ça change tout le temps. Un trader, en fait, il va rester toujours, il va toujours suivre son plan de trading, ce que vous venez de dire. Un trader, ça ne change pas de plan de trading. Ça conserve son plan de trading et ça doit le respecter. Par contre, il y a énormément d'informations qui vont faire bouger les marchés à la hausse ou à la baisse. Et donc, il faut toujours se réactualiser par rapport aux informations. Donc, on n'est pas là à dire, bah, je vais faire par exemple du scalping, essayer de prendre un point, 2 points. Et puis après, subitement, je dis, non, maintenant, je vais la garder pendant 2 mois. Non, ça pour le coup, ce serait une modification d'un plan de trading. Ce que font tous les particuliers qui n'arrivent pas dans le trading. Généralement, ce qu'on dit, un investissement long terme, c'est un investissement court terme qui s'est mal passé. Donc ça, pour le coup, c'est un plan de trading qui n'est pas respecté. Par contre, à partir du moment où vous partez du principe que ce que vous allez faire, c'est essayer de prendre entre 1 point et 5 points, et quand ça se passe mal, vous prenez votre perte, voilà. Vous ne saurez jamais comment les marchés dans la journée vont évoluer. Par contre, vous saurez que si ça se passe mal, vous allez couper à tel niveau de prix. Et qu'à la fin de la journée, chacun a un stop loss journalier. Donc, une fois qu'on atteint ce stop loss, la journée est terminée. Donc ça, c'est pour le trading plan. Et ça a répété tous les jours.
Donc après, il y a la volatilité, s'il y a des news type événements géopolitiques qui font que les marchés, la volatilité augmente, à savoir, d'habitude, le marché bouge de 30 points par jour. Et là, subitement, défaut de la Grèce, le marché bouge de 300 points. Alors là, on va changer notre trading plan parce que les conditions de marché ont changé. Mais normalement, on fait toujours la même chose tous les jours. Alors, comment vous constituez les équipes? C'est moi qui choisis ou vous voulez choisir? Ou alors on fait les femmes contre les hommes? Ou alors mix? C'est moi qu'on va défiler, mais je vais essayer de pas suivre les étudiants. D'accord, ah bah oui, allez-y, Voilà, ouais. D'accord. Bah allez, bah du coup, ouais. Ok. Voilà. Bah à la rigueur, on va faire... Sur le marché, 19, 18, quand même, notre entrée à 18, vous êtes sorti à 19. Donc là, vous avez fait votre gain là-dessus. Et ici, l'idée, ce sera d'acheter ici. Donc on touche à rien pour l'instant. Et on va le laisser descendre. On attend que nos camarades américains veulent descendre. Eux, ils veulent descendre, ils vont s'arrêter de descendre. Eux, ils sont prêts à remonter. Ils vont être Glasgow. Il est 16h20. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. C'est-à-dire que toutes les journées, le marché a baissé. Donc tous ceux qui sont en position vendeuse, avant la fin de la journée, ils vont se racheter pour concrétiser leurs bénéfices. Donc ça va apporter du volume acheteur. Du coup, ça va faire monter les marchés. Donc là, on va favoriser les achats. La façon de juste... Moi, je fais ça, c'est des petites il n'y a pas de mystère. Oui. Par contre, là-bas, il y a un bon trader. Non, pas toi. Mais non, pas toi. Non, ici, il y a un bon binôme ici. Il a été bien coaché en plus. C'était moi le coach. J'étais là. Combien? Ah, ok. À 1003 là, ils sont à 687. Et alors c'est fini, c'est quoi l'idée? C'était juste un challenge comme ça? Voilà, chaque trader avait, moi j'avais deux journalistes de Nouvelle Ops et France Info. Et l'objectif c'était, pendant 1h30 ils leur expliquaient le trading en carnet d'or. Et là pendant une session d'1h30 ils ont fait 700 €. Donc c'est bien. Avec combien de capital? Avec 5 lots. Ah, avec 5 contrats, une limite de 5 contrats. 5 contrats. Et c'est bien parce que les étudiants aussi ont tradé. Et puis chacun avait son groupe. Donc il y avait 5 groupes. Et ça va. Alors, quelles sont tes impressions sur cette première journée dans la peau d'un trader? C'est pas mal, c'est une première expérience. Donc là, c'était la compétition contre Crescendo, donc à la salle de marché contre les élèves de Financia. Donc il y a eu 3 équipes, donc on a fini avec ma camarade, on a gagné la compétition. Donc on a tradé de 3h30, 3h45 donc à l'ouverture des marchés américains jusqu'à 5h30, donc jusqu'au fixing. Donc le marché était en range, donc il fallait acheter donc, les plus bas et puis vendre les plus hauts. Fier de toi? Pas tellement, j'ai pris quelques mauvais trades. Par contre, on a quand même su bien les rattraper, bien les gérer. Et donc c'est à Crescendo, c'est ça qu'on apprend. À bien gérer nos trades, à bien définir nos zones d'achat, de vente. Et tu offres à ton métier alors? Ouais, donc j'ai fait la formation Level 5, c'est un diplôme européen. Donc j'ai commencé mi-octobre. C'était sur 5 semaines. Rendu que je suis étudiant à Financia Business School, je suis en cours 2 fois par semaine. Donc ça fait que j'étais à la salle de marché 3 fois par semaine. Donc on a étalé la formation sur les semaines. Et donc après, j'ai fini la formation vers mi-décembre. Et ensuite, là, j'ai loué un desk. Donc je suis encore en simulation pour m'entraîner encore. Et donc j'attends le feu vert donc, de Tarek, de Nabil, de Johan, qui me disent pour que je passe en compte propre et pour trader en réel. Je vous souhaite bonne chance alors. Ouais, merci.